Bonjour, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans le 79e épisode du Dreamcast Show. J'espère que vous allez tous et toutes très bien et nous on se retrouve pour le premier épisode de la saison 2024-25 et on voulait vous parler des petites choses qu'on a observées, des petites tendances qu'on a observées à l'échelle de la NBA, à l'échelle de certaines équipes aussi. En tout cas voilà, on a quelques petits trucs à vous présenter, on a bien fait nos devoirs, donc j'espère que ça vous plaira. Installez-vous bien et nous on est parti tout de suite. Et donc on est là pour la première de la saison 2024-25, j'arrive déjà pas à parler. Et Azad est avec nous. Azad est avec moi aujourd'hui. Comment ça va, Azad ? Mais tu sais, je suis tous les jours avec toi. Hein. Peut-être que tu me vois pas, mais je suis jamais très loin. Et ça va très bien. En vrai, non, ça va pas. Je suis fatigué. Genre, déjà, la vidéo d'Yves Missy qui est sortie aujourd'hui, j'ai du mal à articuler parce que je l'ai enregistrée en fin de journée. Là, voilà, on est encore en fin de journée. Je suis en formation pendant 2 mois, là. Donc, genre, ma vie de chômeur a un peu pris du plomb dans l'aile. Je fais des trucs la journée, je suis même plus en télétravail, donc je dois me déplacer, je dois sortir de chez moi. Enfin bon, bref, franchement, je subis la vie en ce moment. Donc voilà, la NBA m'ouvre une petite fenêtre d'espoir. Ouais, dure la vie. Dure la vie d'artiste. Dure la vie d'artiste, attends. Il est obligé de sortir de chez lui. Non mais écoute, aujourd'hui pourquoi est-ce qu'on se retrouve, Azad ? Est-ce que je te laisserais pas un peu présenter notre épisode, à moins que t'aies quelque chose d'autre à dire avant qu'on y aille. Non, allez vous abonner à la chaîne YouTube, elle est bien déjà. Voilà, si vous savez pas qu'on en a une, allez-y, c'est trop chouette. Et on fait plein de vidéos, donc voilà, on s'amuse bien. On a fait pas mal de vidéos en vrai depuis le début de la saison, ouais. Donc déjà ça, premier truc à dire, on a été bon là-dessus. Enfin, été bon. C'est pas qu'elles soient bien les vidéos, mais c'est qu'on s'était dit qu'on ferait des vidéos et on a fait des vidéos. Donc comment pour là-dessus, on a respecté notre contrat qu'on s'était fait à nous-mêmes. Et pour le sujet d'aujourd'hui, l'idée c'est un petit peu de... En fait, en regardant les premiers matchs, moi il y a un peu un truc qui m'a sauté aux yeux, c'est que certaines équipes avaient l'air de jouer genre très vite. Mais genre vraiment plus que d'habitude. Je pense que c'est peut-être aussi du biais de récence d'avoir regardé les playoffs en dernier où on a toujours eu un peu la sensation que le jeu était plus lent en playoffs, donc c'est peut-être dû à ça. Mais du coup, j'ai un peu l'impression que ouais, le jeu allait plus vite et du coup, il y a énormément de pages statistiques où on peut regarder un petit peu les stats de possession, par exemple, la longueur d'une possession après un rebond, etc. Et du coup, je suis allé un peu regarder et il est vrai que il y a plus d'équipes que l'année dernière. En tout cas, il y a des équipes qui, cette année, ont un rythme plus élevé que les Pacers la saison dernière. Et les Pacers, la saison dernière, c'était un peu l'équipe qui avait un petit peu genre appuyé sur l'accélérateur. C'est plutôt drôle vu que c'est les Pacers d'Indianapolis, que le fait qu'ils aient appuyé sur l'accélérateur. Je l'ai pas, tu peux nous expliquer ? Non, parce qu'Indianapolis c'est une ville de course de voitures et Pacers, je pense que ça veut dire genre les mecs rapides. En vrai, un pacer au marathon, c'est un mec que tu suis pour avoir ton allure. Pace, ça veut dire vitesse. Pacer, ça doit être un mec qui va vite. Je sais pas, je suis pas anglophoniste, hein, donc bon, bref, on verra bien. Mais du coup, voilà, l'idée c'était un peu de parler de ça, de nos remarques un petit peu sur le début de saison et des choses qu'on a remarquées soit en regardant des matchs, parce qu'on regarde des matchs, et aussi les trucs qu'on a remarqués dans les tableurs Excel qui nous sont disponibles pour confirmer un petit peu ce qu'on avait vu. Donc c'était un peu ça, et je trouve on avait tous les deux remarqué des choses différentes sur différentes équipes, donc c'était un petit peu l'occasion d'en parler. Exactement. Et peut-être qu'on peut commencer avec un peu le temps de possession moyen. Et du coup, on va parler un peu de stats au début, et je pense qu'après on parlera peut-être un peu plus d'équipe et dans un second temps, c'est un peu un prétexte pour rentrer dans la saison. Mais du coup, si tu veux bien nous citer un peu les chiffres, tu as fait une vidéo, pour ceux qui ne le savent pas, on la mettra en description, qui s'appelle Une nouvelle révolution NBA, si je dis pas de bêtises, sur la chaîne YouTube, où tu présentes un peu ces stats
et à l'échelle de la ligue. Et vraiment, c'est ça, je pense, qui est intéressant. Alors, on verra avec le temps, ça va peut-être se lisser avec la fatigue progressive des joueurs, c'est vrai. Mais c'est vrai qu'il y a une évolution qui est quand même notable sur certains chiffres de NBA. Et c'est vraiment intéressant parce qu'on ne parle pas d'efficacité ou de choses comme ça, mais vraiment plutôt des tendances de jeu. Et du coup, je peux te relancer encore une fois. Je fais le présentateur à plein temps. Mais est-ce que tu peux nous présenter un peu les chiffres que tu as cités dans la vidéo? Oui, alors en fait, l'idée c'était un petit peu de parler de la durée d'une possession. Donc il y a des sites qui le proposent et qui proposent un petit peu aussi la durée par possession si la possession est suite à un raté, à un rebond ou à un panier marqué. Et en gros, déjà il y a une première chose qui se passe, c'est que on a des évolutions un petit peu de ces durées-là. Et ce qui est un peu intéressant de regarder, c'est les grands marqueurs qui sont un petit peu les 14 secondes. Et en gros, d'habitude, on a entre 3 et 4 équipes, 3 et 5 équipes qui sont en dessous des 14 secondes par possession. Donc c'est assez moindre, on parle d'une équipe sur 6. Et cette saison, il y a une équipe sur 3, il y a 11 équipes qui ont un temps de possession inférieur à 14 secondes par possession. Donc on a 11 équipes qui sont sur un rythme qui est vraiment élevé et qui est en fait en dessous de la moyenne parce que la moyenne est à 14 secondes par possession. Et en fait, ce qui fait qu'on n'en a que 10, c'est parce que la moyenne est tirée vers le haut par des équipes comme New York qui mettent leur vie à attaquer. Et en plus, New York Non mais c'est vrai, genre New York, Non, ils mais ont oui, une c'est vrai. pace. Genre New York, pour donner un peu une idée, la pace c'est le nombre de possessions par match, entre guillemets, enfin si je comprends bien. Oui. Et par exemple, les Knicks, ils ont une pace de 95. 95 possessions par match, c'est leur rythme. Alors que les Bulls, cette saison, on va en parler beaucoup des Bulls pendant l'épisode, les Bulls, ils ont un rythme de 107 possessions par match. Donc, il y a un écart de plus de 10. C'est assez énorme et les Bulls sont vraiment une des équipes qui jouent le plus vite et qui font partie de ces équipes qui jouent en moins de 14 secondes par possession. Et encore plus impressionnant, il y a 4 équipes cette saison qui jouent en moins de 14 secondes par possession. Et en fait, bon, ces stats sont très variables d'un match à l'autre, justement parce qu'on n'est qu'au début de saison, mais ça souligne vraiment une tendance, parce qu'on est sur des équipes qui vont sur un rythme qui est plus élevé que les Pacers de l'année dernière. Et en fait, c'était un peu le point de marquage, c'était est-ce que les gens... Parce que l'année dernière, les Pacers étaient bien plus vite que le reste de la ligue et bien plus rapides que la deuxième plus rapide des équipes. Et pourtant, c'était la meilleure attaque ou une des deux meilleures attaques de NBA. Donc la question, c'était de savoir si vraiment ils allaient inspirer à faire peut-être la même chose. Et en fait, les Pacers de l'année dernière feraient partie des équipes rapides de cette saison, mais ne seraient plus parmi les 3 meilleurs ou les trois plus rapides ou les 5 plus rapides. Du coup, c'est ça qui est assez intéressant à souligner. Et l'idée, c'est de se demander un petit peu pourquoi, quelles sont les équipes qui le font, et est-ce que c'est quelque chose qui est viable sur le long terme, est-ce que c'est quelque chose qui est efficace, et est-ce que ça va inspirer d'autres équipes à le faire. Et un autre point qui est intéressant, c'est que cette tendance-là, elle avait eu lieu en 2018-2019 déjà. À l'époque, on jouait un petit peu avec les analytics, on jouait avec la pace, le volume à 3 points. C'était un peu la fin du cheat code, enfin pas la fin du cheat code du tir à 3 points, mais la fin on ne croit pas aux analytics. C'était le début, on se dit bon bah il faut multiplier les paces, augmenter la pace, multiplier les possessions. Et un petit peu l'idée, c'est de voir que la tendance était redescendue. Et elle est en train de revenir, donc en fait voilà, on est aussi sur des cycles en NBA, et là on est peut-être sur un nouveau cycle qui va peut-être durer plus longtemps, d'équipes qui jouent très rapidement. Ouais, et je pense que vraiment, il y a deux équipes pour moi qui sont des marqueurs assez intéressants dans des aspects différents, pardon. Mais les Pacers de l'année dernière, ils sont vraiment ultra intéressants parce qu'ils avaient en fait un peu poussé ce truc de la transition, la semi-transition, c'est-à-dire même après un panier encaissé, il y avait souvent ce truc de Tyrese Haliburton qui faisait
presque une Steve Nash, mais qui en gros récupérait la balle et jouait de la transition à partir d'un panier encaissé. Il y avait vraiment ce côté rythme et transition, etc., qui leur donnait, et même en fait, au-delà de ça, l'autre truc intéressant, c'est-à-dire au-delà du rythme, même sur attaque placée, ils avaient un certain rythme où c'était l'équipe qui touchait le moins de fois, enfin qui touchait le plus de fois la balle par match, qui en gros se faisait le plus de passes ou quasiment, avec bon, les Warriors qui sont toujours pas loin, etc. Mais c'était une équipe qui avait vraiment ce truc du dynamisme et du mouvement qui, mine de rien, leur donnait un avantage par rapport aux autres, puisque les autres ne le faisaient pas autant. Et je trouve que, bon, on pourra en parler après si on se focus sur certaines équipes, mais déjà rien que ça, à noter, c'est assez intéressant de se dire que, bah, vu que tout le monde, enfin pas tout le monde, mais de plus en plus d'équipes le font et se sont réellement inspirés de ces Pacers, bah déjà, ça veut dire que les Pacers, quelque part, sont une équipe qui a inspiré la Ligue. Les Pacers 2024 ont inspiré la Ligue, ou en tout cas ont inspiré la NBA de 2025. Et la deuxième chose à dire, c'est que bah, peut-être ils sont un peu moins dominants, puisque c'est plus les seuls à le faire. Et donc ils ont plus ce truc un peu d'avantage structurel qu'ils pouvaient avoir avant. Et du coup, je pense qu'il peut être intéressant, bah, comme tu dis, c'est de se demander... se demander pourquoi et qui est-ce qui le fait autant, parce que tu as dit il y en a 14, ça, c'est pas toute la NBA qui pousse le rythme à ce point. C'est pas toute la NBA qui joue comme les Pacers de l'an dernier. Comme tu dis, il y a des styles de jeu très variés, il reste les Knicks qui jouent très lentement, des équipes comme ça. Mais du coup, ce qui est intéressant peut-être, c'est d'aller sur, je trouve en fait, sur les équipes qui vont vite. Il y a un côté aussi souvent de essayer de maximiser un niveau de talent que tu n'as pas forcément, en tout cas de shot-making que tu n'as pas forcément de base, et du coup par le rythme, mettre à mal la défense, mettre la défense dans des situations qu'ils n'aiment pas forcément, et du coup trouver des tirs un peu plus simples, quoi. Ouais, en gros, l'idée de la tactique qu'a fait les Pacers, contrairement à d'autres tactiques offensives, elle est, entre guillemets, réplicable, alors que certaines tactiques offensives le sont pas. Par exemple, tu vois, j'ai repris un peu les chiffres pour parler de ça dans un article du Celtics blog, et je dis qu'au final, tu peux pas reproduire l'attaque des Celtics parce que tu peux pas reproduire Porzingis. Concrètement, c'est un truc assez unique qui existe qu'en une fois. Du coup, tu peux pas le reproduire. Alors que bah des mecs qui courent entre guillemets, tu peux un peu plus facilement le reproduire. Il te faut quand même des certaines aptitudes, une certaine volonté, mais tu peux un petit peu te baser là-dessus. Et je pense que ce qu'il faut, c'est entre guillemets une sorte quand même de joueur qui soit capable de jouer cette rampe de lancement, qui est d'être un joueur de transition, qui peut générer de la transition même quand il n'y en a pas, dans le sens où il peut accélérer le jeu après un panier marqué, par exemple par l'adversaire, prendre un peu le jeu à son compte et accélérer. Et ce qui est intéressant du coup, c'est de regarder comment les Bulls, qui sont une équipe qui allait potentiellement manquer de spacing avec Ayo Dosunmu, Zach LaVine, Patrick Williams, Vucevic et Giddey comme 5 majeurs, tu te dis bon là potentiellement demi-terrain ça va être un peu bancal, ça va manquer de spacing. Bah, ce qu'ils font, c'est qu'ils sont hyper rapides sur demi-terrain une fois qu'ils ont commencé à jouer. Et du coup c'est un peu là où on se dit bon, à quel point ça peut être utile et à quel point il y a une différence avec avant. Du coup, tu peux regarder par exemple les chiffres, comment les Bulls attaquaient l'année dernière après avoir encaissé un panier. L'année dernière, après avoir encaissé un panier, ils avaient une moyenne de secondes par possession qui était de 17 secondes. Et cette saison, ils sont à 15,8. Et ça peut paraître pas énorme, un écart de 1,2 secondes, mais à l'échelle d'une possession de 24 secondes, c'est énorme. Et en fait, c'est aussi, ils passent d'être dans la moyenne à une des équipes les plus rapides. Ils sont en fait à des vitesses de possession après un tir encaissé. Ils sont avec Memphis, Atlanta, Sacramento, Indiana. Donc ils sont avec ces équipes qui ont des meneurs un peu supersoniques ou une approche du jeu qui est très orientée attaque, free flow et des early offense pour entrer vite dans le jeu, alors qu'on ne les connaissait pas du tout pour ça. Donc, tu vois, il y a un peu ce truc-là de
toute façon, on n'avait pas grand-chose à espérer de cette saison et notre attaque allait être un peu statique. Et ben du coup, on s'est réinventé et on a un peu eu cette approche de early offense qu'on avait, en tout cas que moi j'avais pas du tout vu venir de la part des Bulls. Ouais, c'est clair. Et je pense que ce qui est intéressant aussi, moi, il y a une stat que j'ai un peu notée sur ce début de saison, donc je suis allé chercher, mais c'est sur ce côté transition. Transition comparé à l'année dernière. Alors, les chiffres de transition, ils sont pas parfaits, parce que à partir de quel moment on compte une transition, etc. C'est pas l'outil le plus précis, mais c'est quand même un outil qui te donne une certaine tendance d'à quel point il y a des transitions. Et si tu t'intéresses à la fréquence, eh ben, l'an dernier, l'équipe qui jouait le plus de transitions, c'était le Thunder, et ils étaient à 20,7% de transition. C'est-à-dire que 20,7% des attaques d'OKC étaient une transition, une attaque sur 5. Et ce qui est intéressant, c'est qu'avec 20,7%, ils étaient que 2 au-dessus des 20%. Et cette année, sur ce début de saison en tout cas, eh ben, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 équipes. Il y a 10 équipes qui sont à plus de 20% de transition jouée. Et avec 20,7%, le Thunder qui était premier l'an dernier, eh ben, il serait que 8e cette année. Et donc il y a un vrai côté où on va plus vite. Et ce qui est intéressant, je trouve aussi, c'est de ne pas forcément que regarder la fréquence, mais de mélanger ça un peu avec le rythme de jeu, tout simplement. C'est-à-dire 20% si tu joues 100 possessions, ça te représente 20 possessions, mais 20% si tu joues 110 possessions, ça te représente un petit peu plus, ça te représente 22%. 22 possessions, pardon. Et du coup, c'est un peu intéressant de prendre le chiffre brut du nombre de possessions jouées en transition par match. Et c'est encore plus spectaculaire et c'est peut-être encore plus parlant. L'année dernière, c'était les Raptors qui ont joué 23 par match qui étaient premiers. Et cette saison, c'est les Grizzlies qui sont premiers et ils jouent 30 possessions en transition par match. Ils jouent 30 possessions en transition par match et avec 23,7 du coup, ça classerait les Raptors encore une fois que 8e. C'est-à-dire qu'il y a 7 équipes qui jouent plus de possessions en transition que celles qui ont joué le plus l'année dernière. Et du coup, voilà, c'était un petit chiffre que je voulais dire qui est, encore une fois, pas parfait, il faut faire attention avec les stats de transition, mais qui va dans ce truc de, en fait, on va encore plus accélérer le jeu, et ça a même plusieurs bienfaits qu'on ne peut pas retrouver dans les stats, mais un peu essayer de, sortir de ces schémas statiques avec les Bulls qui sont du coup 3e là-dedans. On a aussi les Raptors qui sont encore une fois super bien placés, les Hawks. Et puis même, il y a quelque chose qu'on voit beaucoup, je trouve, c'est des possessions qui sont jouées très vite et qui du coup forcent la défense à être attentive assez rapidement et qui créent en fait des mismatchs dès le début de la possession, avant même qu'il y ait un écran. C'est-à-dire, par exemple, j'ai pas mal de possessions des Suns qui sont pas forcément l'équipe qui joue le plus de transition, forcément avec leur effectif. Et tu as quand même beaucoup de possessions en tout cas qui démarrent par Devin Booker qui accélère le tempo, ou Tyus Jones qui accélère le tempo, ou même Kevin Durant, juste en fait pour forcer la défense à se mettre en position comme elle le peut un peu, entre guillemets, et ça crée des mismatchs assez régulièrement, assez fréquemment, et en fait ça te permet aussi d'entamer ta possession avec un premier avantage, même si au final la possession ne se finit pas par une transition. Voilà. Ouais, après le truc de la transition, c'est que tu as toujours ce truc-là, c'est que ça intervient jamais, en tout cas dans les calculs des sites internet, ça intervient jamais après un panier marqué. Donc exactement, là, du coup, les stats qu'on a cités, c'est que les équipes déjà jouent plus vite après un panier marqué et jouent aussi plus vite en transition. T'as genre, il y a deux adversaires des Celtics cette saison, c'est les Pistons et les Pacers, qui ont fait une tentative de tir sur chacune de leurs interceptions. D'habitude, les équipes en moyenne, sur 3 interceptions, elles génèrent 2 tirs. Entre guillemets, tu as 66% des interceptions qui génèrent un tir. Il y a 2 équipes contre les Celtics cette année qui ont réussi à générer à chaque interception un tir.
Et du coup, déjà, tu as ce truc-là. Moi, c'est ça qui m'a fait tiquer. Aussi, la vitesse à laquelle c'était exécuté. Et d'un autre côté, je me dis, mais du coup, le fait d'avoir plus de transition, ça veut dire que les équipes en face, elles génèrent aussi plus de pertes de balles. Et c'est ça, en fait. Le turnover rate, il a augmenté comparé à la saison dernière. Je crois qu'il est passé de 13 à 14,5%. Ouais, c'est ça. Il y a quasiment 15%. Et juste pour dire, le Thunder est au-dessus des 20%. Ouais. Et les Warriors sont quasiment à 20% aussi, quoi. Donc c'est absolument énorme. Et du coup, je me dis, mais en fait, tu sais, c'est comme si il y avait un espèce de dérèglement climatique de la possession. Parce que du coup, vu que tout le monde commence à peut-être jouer plus vite après une possession où tu as encaissé un panier, ou après une interception, ou après un rebond, du coup, tu joues plus vite. Du coup, bah, tu génères potentiellement plus de pertes de balles parce que tu as un aspect de précipitation, de vitesse qui génère plus d'erreurs potentiellement. Et du coup, bah, à l'inverse, ton adversaire aussi, et tu rentres un peu dans un jeu de dérèglement climatique, peut-être de la valeur des possessions, parce que du coup, tu augmentes la pace. Et ce qui est intéressant de voir, c'est à quel point, en fait, là, on est au début de la saison, du coup, tous les chiffres peuvent paraître très hauts, parce que petit échantillon, donc t'as un taux d'erreur qui est assez haut, Ouais. en fait, parce que l'échantillon est trop petit. Mais du coup, ça va être marrant de voir d'ici la mi-saison ou la fin de saison, où est-ce qu'on aura trouvé notre point d'équilibre. Est-ce que un peu cette course à l'armement de possession va continuer, ou est-ce qu'on est un petit peu sur l'excitation du début de saison, et du coup, tu as un peu une ressource d'énergie qui est énorme, et du coup, ça continue. Donc à voir, mais c'est vrai que j'ai trouvé ça assez intéressant de voir que les Bulls du coup était une équipe qui était pas du tout attendue là-dedans. Parce que tu vois, autant Atlanta, Memphis, bon t'es là genre ok, je l'avais vu venir à peu près. Trae Young, Ja Morant, ouais, Voilà. ok, je vois le truc, quoi. Josh Giddey, Vucevic, je m'étais pas dit que ce serait une des attaques les plus rapides de NBA, tu vois. Je m'étais pas dit genre ah ouais là ça va. Tu vois, je me suis pas dit ouais ça va envoyer ça. C'est pas Steve Nash et Stoudemire, tu vois. J'imaginais pas du 7 seconds or less chez les Bulls de Giddey, Vucevic et Patrick Williams, coaché par Billy Donovan. Genre vraiment ce truc que j'avais pas forcément vu venir. Et pourtant, t'as beaucoup de cuts en début de possession, des drives très vite, de Somnou qui court le 100 mètres après un rebond ou même en début de possession. C'est plutôt fun à regarder, ça rend les Bulls fun. Pourtant, Dieu sait que c'est pas une équipe qui m'inspire grand chose, mais là pour le coup, bah, je suis dorénavant obligé de regarder les Bulls. Et du coup, on avait parlé de la vitesse, du nombre de secondes par possession, mais toi, t'avais trouvé un peu d'autres stats aussi qui justifie un petit peu de parler de ce sujet peut-être en tout cas des possessions qui sont jouées peut-être autrement, avec potentiellement un peu une autre manière d'approcher le partage du ballon et la vitesse d'exécution. Ouais. Et ben en fait, ce qui m'a frappé, c'est en regardant plusieurs équipes, notamment par exemple les Cavs ou les Warriors, beaucoup les Warriors, c'est à quel point alors Ben Taylor, on avait fait une vidéo, mais à quel point le dribble est mort, je crois qu'il l'avait appelé comme ça. Et à quel point la création, je trouve, est en train d'évoluer. Et même les Mavs, même en regardant les Mavs, ça m'a assez frappé de voir à quel point même la façon d'approcher le jeu était pas tout à fait la même. Et on avait fait un truc sur les meilleurs duos de pick and roll et plus centré sur le pick and roll en général. Et ce qu'on disait, c'est qu'il y avait de plus en plus en fait d'écrans préalables au pick and roll. Et du coup, en fait, les joueurs récupèrent la balle déjà en mouvement, déjà en plein sprint. Et le fait de voir même un Luka Doncic faire un peu ça, ça m'a plutôt frappé. Et donc, je suis allé voir. Mais c'est surtout après avoir vu les Warriors. Parce qu'en fait, les Warriors, il y a de la création. Mais à part Podziemski, il n'y a quasiment aucun joueur de pick and roll dans l'équipe. Et toute la création est faite quasiment exclusivement par des get action, des écrans, du mouvement, etc. Et c'était en fait, et je trouve que les Warriors sont en train de pousser le curseur à un point qui a jamais été atteint. Du coup, je suis allé voir un peu les tracking data. Et pour vous donner un ordre d'idée, on peut regarder plein de choses. On peut regarder déjà le nombre de touches par match qui évolue un peu d'année en année,
qui était à 403 sur les 2 dernières années, qui est passé à 415 en moyenne de la ligue. Une touche, c'est-à-dire un joueur à la balle. Et s'il fait la passe, ça devient... Enfin, la touche s'arrête. Mais il peut dribbler 4 fois, ça reste une touche. Donc des équipes comme les Mavs restent des équipes qui ont très peu de touches parce que Luka Doncic garde quand même beaucoup de fois la balle. Même s'il prend des écrans avant de jouer son pick and roll. Mais du coup, on peut voir plein de choses. On peut voir le temps de possession. Et on peut notamment voir 2-3 stats, moi, qui m'ont plutôt intéressé. Qui sont le nombre, les secondes par touche. Justement, combien de temps les joueurs gardent la balle en main. Concrètement, c'est ça. Et l'année dernière, il y a 2 ans, les Warriors étaient premiers avec 2,72, qui était un score largement au-dessus de la moyenne NBA. L'année dernière, les Pacers étaient encore une fois de très loin la meilleure équipe de NBA avec 2,75, 2 secondes 75 de moyenne par touche. Et cette année, en fait, on a un peu un grand shift, j'ai envie de dire, parce que les Warriors, ils sont en dessous des 2 secondes 50. Et du coup, en fait, ça peut paraître de rien. On touche 0,25 secondes de moins la balle par touche. Mais en fait, déjà, c'est plutôt énorme à l'échelle d'une moyenne. À l'échelle d'une moyenne, c'est plutôt énorme. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a plusieurs équipes qui seraient le record de l'an passé, encore une fois. On a les Warriors, les Raptors, les Pacers qui ont amélioré leur score, les Bulls, les Nets, les Nuggets sont en dessous et c'est tout. Les Kings sont repassés en dessous. Mais du coup, on a quand même 5 équipes qui battraient le score, entre guillemets, de temps passé avec le ballon en moyenne par joueur. Et l'autre truc qui est peut-être encore plus intéressant, et pourquoi je me suis intéressé à ça sur le côté dribble, c'est il y a littéralement le nombre de dribbles moyens par touche qui, déjà l'année dernière, les Pacers étaient de très loin la première équipe avec 2,17 dribbles par touche, 2,17 dribbles par touche. Encore une fois, les Pacers, et on retrouve ce côté où en fait, l'année dernière, c'est intéressant parce qu'ils dominaient toutes les tracking data de mouvement, de touche de balle, etc. et qui incitent en fait à du mouvement collectif. Et du coup, avec 2,18, cette année, les Warriors, ils sont en train d'atomiser le record. Ils sont à 1,81 dribbles de moyenne par touche. Ça veut dire que dans la moyenne, il y a aussi pris en compte les fois où en fait juste le joueur remonte la balle et forcément il est obligé de faire 3, 4, 5 dribbles, ne serait-ce que pour arriver dans la deuxième partie de terrain. Et du coup, pour moi c'est un peu le deuxième truc avec la pace, c'est la façon de créer du jeu où vraiment on en parlait, on le sentait venir un peu. Moi j'avais écrit un article, etc. sur il y a de plus en plus d'équipes, le Jazz, les Pacers qui misent par plus du mouvement collectif que par un ball handler de pick and roll un peu traditionnel. Et en fait, les Warriors et plein d'équipes, et je peux te laisser la main là-dessus, mais je trouve on va vraiment encore plus loin avec beaucoup de sets vraiment ultra intéressants où on met des joueurs très dynamiques, des très bons passeurs en mouvement et on pose beaucoup d'écrans. Il y a de la flex offense chez les Warriors, il y a plein de choses comme ça. Et je trouve que c'est vraiment en fait un moyen assez intéressant en fait pour en fait tu diminues tous tes risques de perte de balles déjà et en plus ton joueur en fait tu multiplies les options potentielles avec ce côté on crée avec beaucoup d'écrans, beaucoup de mouvements et sans forcément dribbler. En fait en ne dribblant pas et en faisant qu'une passe tu diminues beaucoup de choses et tu augmentes la dangerosité de ton attaque. Et ce qui est surtout super intéressant, encore une fois, c'est que tu peux créer avec des joueurs qui ne sont pas forcément des ball handlers d'élite. Et comme j'ai dit aux Warriors, et je finis là-dessus, mais aux Warriors, c'est ultra intéressant de voir à quel point ils peuvent créer autour de Buddy Hield, Podziemski et Moses Moody, quoi. Et un passeur comme Draymond Green. Et donc voilà, c'était un peu le truc que j'avais noté et on pourra reparler des Warriors après, je pense. Ouais, en fait, ce qui est intéressant, c'est que si on retrouve ces équipes-là qui jouent le plus vite avec les équipes qui font le moins de dribbles, c'est aussi parce que le ballon se déplace plus vite que les joueurs et t'as un petit peu souvent ces joueurs qui
qui jouent vite, par exemple, après un panier marqué, elles courent pas comme des tarés au milieu du terrain avec le ballon en train de dribbler et faire des dribbles, genre pousser le ballon hyper loin. C'est pas Gareth Bale qui se pousse le ballon sur la ligne de touche pour aller le plus vite possible. Il y a un peu un esprit de... On s'envoie la balle, Quel défenseur se fait dépasser par Gareth Bale? Maicon? Marc Bartra. Ok. Ah, mais je sais pas, on a peut-être pas la même action en tête. Moi, je Bon, sais bref. pas, j'avais face à l'Inter... Ah, ok, oui. Ah non, moi j'avais celle face au Barça. Pardon. Tu sais, il sort sur le banc de touche. Bon, pardon, je t'ai coupé. Ah ouais, moi Désolé. j'avais époque Tottenham, mais toi c'est parce que t'es un Jones, pour toi Gareth Bale c'est Real Madrid, pour moi c'est Tottenham, c'est les... Non, Bon, Gareth Bale, c'est numéro 3 qui commence latéral gauche, meilleur joueur de première ligue. il a Attends. fini meilleur joueur de première ligue? Ah ouais, je crois. Ouais, Ouais. c'est possible. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il a rien gagné avec Tottenham. Ça, en tout cas, ça fait pas un Oui, bon. Bon, Voilà. ça, c'est pas trop de risque. Bisous aux fans de Tottenham qui nous écoutent. Enfin, si ça existe, je sais même pas si ça existe. Déjà, je suis pas sûr qu'il y ait des gens qui nous écoutent, mais les fans de Tottenham, j'ai encore plus de doutes, quoi. Bref, on en était où? On en était à les équipes qui jouent sans ballon, sont des équipes qui attaquent plus vite. Et il y a aussi un truc que j'ai remarqué en regardant les Clippers, c'est qu'il y a des équipes qui du coup développent deux modes de jeu. Par exemple, les Clippers, qui vont être une équipe où le ballon va beaucoup moins bouger quand il y a Jarrett Allen, quand il y a James Harden sur le terrain. Quand il est sur le terrain, c'est du pick and roll assez haut volume, même si on le retrouve un peu à poser des écrans sur des zoom action et tout. Je l'ai vu de mes propres yeux, j'en suis témoin. Mais par contre, une fois qu'il est en dehors du terrain, on a parfois un espèce de 5 avec Zubac, Batum, Kevin Porter Jr., Chris Dunn et Amir Coffey. Je sais pas si vous avez déjà vu dribbler un de ces 4 mecs-là, mais à part Kevin Porter Jr., c'est pas forcément des mecs qui vont créer énormément de décalage par le dribble. Le problème de Kevin Porter Jr., c'est que si tu lui passes la balle, tu ne la revois pas. Donc, Tyronn Lue, il a vite compris ça au premier match, et du coup, depuis ce premier match, il y a un petit peu des sets qui sont mis en place avec ce 5-là, qui est en fait tout simplement de faire beaucoup d'écrans, enchaîner les ram scream pour faire venir un joueur depuis le bas du terrain pour ensuite poser un écran, pas mal de coupes, pas mal d'écrans off-ball, pas mal de decoy action où on fait des leurres tout simplement pour attirer la défense d'un côté puis partir de l'autre. Et en plus de ça, cette équipe-là, du coup ce 5-là est un 5 très défensif qui génère beaucoup de transitions et d'attaques rapides. Et du coup, les passages de ce 5-là contre les Warriors sont assez intéressants, notamment dans leur match. Et c'est là où tu vois que, en effet, il y a vraiment un truc de ces équipes-là sont aussi capables d'avoir deux vitesses. Une vitesse adaptée à leur star quand elles ont un créateur offensif. Et en fait, elles passent l'accélérateur quand le créateur offensif principal est sur le banc. Et bon, après, il te reste aussi ces équipes-là qui sont toujours un peu le pied sur l'accélérateur, comme les Warriors. Ouais. Bah, si tu veux, alors je vais juste te dire par rapport au truc au nombre de dribbles moyens par touche, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 équipes. Il y a 10 équipes à l'heure actuelle. Et il y a aussi les Lakers dedans, dont on pourrait reparler, mais voilà. Mais il y a 10 équipes qui battraient le record des Pacers de l'an dernier. Ouais. Et du coup, il y a vraiment ce truc de... alors, en soi, c'est pas le record c'était les Warriors de 2023, mais voilà, qui serait en tout cas le meilleur score de 2024, de l'année 2024. Et c'est vraiment énorme, ça veut dire qu'il y a un tiers des équipes qui font mieux que l'équipe qui le faisait mieux l'année dernière, qui le faisait le mieux. Et du coup, c'est assez intéressant, je trouve, ce côté... peut-être, et notamment sur voilà, des second units aussi des Clippers, ce côté où le dribble est vraiment quelque chose qui est devenu, en tout cas, peut-être moins utile pas utile, en tout cas il est toujours aussi dévastateur à certains moments, mais justement il est peut-être encore plus dévastateur si tu es sûr d'arriver avec beaucoup de vitesse, comme dit, et d'arriver avec un premier décalage. Et ce que je trouve intéressant, c'est que comme tu l'as dit avec les Clippers, et avec beaucoup d'équipes, j'ai même vu les Knicks le faire pour Mikal Bridges, ou des joueurs comme ça, ou les Wizards le faire beaucoup pour Bilal Coulibaly, qui sont des joueurs qui n'ont pas forcément un excellent dribble, ou tous ces joueurs des Clippers. Et en fait, ça permet à ces joueurs qui n'ont pas un dribble très très bon ou d'élite,
de devenir un peu des créateurs ou en tout cas des decision makers ponctuellement. Et c'est vrai que ça arrive souvent aussi face à des secondes units ou quand c'est la seconde unit qui joue. Notamment, Koulibaly, il a beaucoup de sets comme ça de zoom action ou de horns où il passe de poseur d'écran à jouer un end-off avec quelqu'un. Et tous ces sets, il les a notamment quand Jordan Poole il sort. Et Michael, il les a quand Jalen Brunson il sort. Et du coup, je trouve ça assez intéressant, comme dit, cette manière de mettre en avant des joueurs qui n'ont pas forcément ces qualités-là de base, mais qui ont un bon decision making et qui ont un bon, en gros, QI basket et qui sont des bons passeurs. Mais en fait, ça permet d'exploiter quelque chose en eux que traditionnellement, on n'aurait pas exploité, quoi. Ouais, clairement. Et t'as un peu cette idée-là aussi de... T'es obligé de passer par ça. Et d'un autre côté, je trouve que de plus en plus, ils essayent aussi de développer différents créateurs via ces actions-là. Tu vois, par exemple, je pense à Trey Murphy. Trey Murphy, il est beaucoup mis dans des zoom action du côté de... Enfin, beaucoup mis, relatif à son volume. Hein. Mais il est mis dans des zoom action. Et pareil pour Jalen Suggs à Orlando. Et en fait, ces mecs-là, si tu les mets dans des sets normaux, entre guillemets, ils vont rien vraiment pouvoir créer de manière efficace. Par contre, tu les mets dans des situations où c'est des pick and roll, ou alors en fait, les mecs, c'est pas seulement un pick and roll, mais ils prennent deux écrans, dont un off-ball, dans une situation où c'est sur un côté vide du terrain, et de plus en plus, tu crées en fait des situations où ils ont un avantage organique qui a été créé du coup par le système, et eux peuvent créer ou finir par rapport à ça. Donc en fait, ils sont plus seulement créateurs, c'est le mouvement qui devient le créateur. L'équipe devient créatrice et en fait tout le monde devient seulement des finisseurs en réalité. C'est un peu la caricature, mais c'est un peu le but. C'est que plus personne n'est à créer individuellement et que la création se fasse collectivement pour que tout le monde ait un rôle de finisseur. Et ce qui est intéressant, je trouve, c'est que personne et tout le monde devient le créateur aussi. Et ce qui est intéressant avec pas mal d'équipes qu'on a citées, mais tu vois, si je reprends l'exemple des Warriors, c'est... Et je pense que c'est aussi une des raisons pour lesquelles le début de saison de Kuminga, il y a plein de choses qui l'expliquent, je pense. Mais notamment les histoires contractuelles, etc. Mais moi, je trouve les line-up des Warriors, elles marchent super bien. Parce qu'en fait, à chaque instant, chaque joueur qui a le ballon sur le terrain, et même Buddy Hield, je l'ai trouvé plutôt très très bon dans son decision making là-dessus, alors qu'il n'a pas forcément cette étiquette. Et moi, en fait, tous les joueurs qui sont sur le terrain, c'est des joueurs qui sont capables de faire une lecture assez simple. En tout cas, mais qui sont capables de faire ces lectures et qui sont des bons decision makers. Ce qui fait qu'en fait, tu peux créer avec à peu près n'importe qui balle en main, et ça crée un espèce de chaos contrôlé par l'attaque, mais assez imprévisible pour la défense, qui est ultra intéressant, je trouve, à mettre en place. Et par exemple, du coup, on peut peut-être aller sur des équipes en particulier, mais moi, les Warriors, ils m'ont vraiment marqué sur ce début de saison, à quel point c'est diversifié, à quel point t'as vraiment, comme dit, énormément de sets où parfois c'est Draymond qui est porteur de balle, et tu vas avoir un pin down pour Buddy Hield. Après, tu vas avoir Buddy Hield qui, en fait, il vient poser un flex screen pour que Podziemski y coupe. Tu as plein d'actions comme ça qui sont ultra intéressantes et variées et qui créent un espèce de chaos assez incroyable. Il y a même Draymond Green qui glisse les écrans, qui pose des écrans. Et du coup, je trouve ça ultra intéressant comme façon de jouer, en fait, tout simplement. Ouais, et c'est un truc que tu vois, moi j'avais beaucoup retrouvé par exemple en WNBA, où du coup il y a énormément de mouvements, il y a peu de dribbles, parce que du coup elle crée peu de différences individuellement, comparé je trouve à la NBA, mais du coup créer ça beaucoup plus par du mouvement. Et c'est d'ailleurs ce qui, tu vois, quand tu disais tout le monde peut être menaçant, etc., c'est aussi ce que tu vas retrouver chez les Celtics, où en fait tous les joueurs ont un niveau de dribble, de passe, de decision making qui est suffisant pour être une menace, peu importe où ils sont sur le terrain. Et en fait, tu vois, cet esprit d'avoir que des joueurs qui savent comment attaquer
comment attaquer un décalage. Je pense qu'au fur et à mesure qu'on avance dans l'histoire du basket, on va avoir de plus en plus des équipes qui vont être capables d'aligner 5 joueurs qui peuvent être des menaces sur le terrain parce qu'ils savent comment agir. Et du coup, petit à petit, je pense que c'est là où les recrutements se font. Et les équipes championnes sont souvent des équipes qui ont pas de poids mort en défense. Tu vois, tu prends Denver à l'époque de quand ils sont champions. Tous ces mecs-là, ils savent profiter du chaos et de la gravité de Nikola Jokic. Tu prends les Warriors de 2022, c'est des joueurs qui sont... C'est un effectif qui est arrivé à un moment où ils savaient en profiter de la gravité de Stephen Curry et du duo Draymond Green. Donc tu as un peu ce truc-là de, en fait, pour être bon, il faut avoir cet écosystème qui te permet de, en réalité, avoir des menaces constantes partout sur le terrain. Et là, on arrive peut-être à un moment où du coup ça devient même le socle de l'attaque. Ce collectif-là devient un socle de l'attaque et du coup devient même le socle de l'attaque pour des équipes qui du coup elles manquent de talent. Ça ne devient plus un supplément à un créateur offensif incroyable, ça devient la base d'une attaque qui essaye de surnager parce qu'elle manque de talent. Ouais. Ou alors, enfin, ce que je trouve assez intéressant aussi, c'est, ouais, par exemple, chez les Nuggets, t'as un peu ce truc de... bah, en fait, ils essayent d'aller encore plus vite, notamment sur transition, quand il n'y a pas Jokic. Et c'est vraiment ce truc, comme dit, qu'on répète pas mal, mais de vraiment essayer de remplacer le talent par du fond. Enfin, ça peut paraître un peu bizarre, mais on a tellement été déréglé avec l'arrivée des analytics, entre guillemets, qu'une phrase de remplacer le talent par du fond de jeu collectif, c'est devenu une anomalie. Enfin, je sais pas, je trouve ça assez étrange. Mais c'est un truc qui se développe de plus en plus. Et, et est-ce que, du coup, tu veux passer un peu à... bah, on a un peu vendu la mèche, etc. Mais est-ce qu'il y a des équipes dont tu aimerais parler et il y a quelque chose que tu as vu un peu dans cette nouvelle mouvance de NBA dont tu aimerais parler, aujourd'hui? Non, bah, je pense qu'on en a déjà pas mal parlé au final, à force de citer des équipes et des stats, on les a un peu nommés. Ce qui est intéressant, c'est de voir que ça se retrouve un peu partout aussi. Par exemple, on a les Cavs, même les Pistons, tu vois, de Bickerstaff, qui jouent beaucoup en mouvement, qui Ouais, se retrouvent du coup, et ça génère une meilleure synergie pour un backcourt qui était un petit peu qui n'était pas redondant parce qu'ils n'ont pas les mêmes qualités, mais qui manquait peut-être un peu de synergie. Bah, du coup, et de le spacing. mouvement, bah, qui manquait de spacing, mais ça manquait. En vrai, le spacing, il était mauvais parce qu'il n'y avait pas de mouvement. Au-delà de ne pas avoir de shoot, il n'y avait même pas de mouvement. Donc il y avait un peu ce truc-là qui était problématique. Et là maintenant, ils ont développé plus de catch and shoot, plus d'actions à deux. Il y a des Chicago Action qui partent de très loin. Donc en fait, ils essayent d'étirer le plus possible le terrain aussi, mais avec du mouvement, des coupes. Et je trouve que ce match-là des Pistons contre les Cavs, il est assez intéressant de voir que c'est un peu, hein, on s'enchaîne les coups, les coupes. On essaye d'aller le plus vite possible pour déstabiliser la défense. Et je pense qu'on va peut-être voir ça de plus en plus à travers différents matchs. Surtout face à des équipes qui, par exemple, moi je trouve que les équipes sont très... essayent d'en profiter un maximum contre les Celtics. Parce que du coup, c'est une équipe qui a peu de défauts. Et du coup, une équipe qui les a quand même bien gênés l'année dernière en playoff, malgré qu'Haliburton y soit absent, c'est les Pacers. Parce que les Pacers, ils ont essayé justement d'aller très loin dans la manière de les déstabiliser défensivement. Là où les Celtics ont été très forts, c'est qu'ils ont joué leur jeu, sauf qu'ils avaient le talent en plus et que du coup, ça n'a pas forcément tenu la route. Mais sur des matchs de saison régulière, c'est clairement un moyen de générer un petit peu de valeur marginale qui fait qu'à la fin de la saison, tu auras potentiellement un meilleur classement, de meilleurs ratings, parce que tu as été présent sur tout un match à être agressif. Et en fait, dans un match, il y a tellement de possessions, il y a tellement de moyens qu'au final, c'est sur des détails que tu vas faire la différence et accélérer le jeu, profiter du chaos d'après un panier marqué, profiter du chaos qui a après une interception. C'est tout ça qui permet à des attaques potentiellement qui auraient été moyennes par le talent de surnager et d'aller potentiellement chercher quelque chose de plus intéressant. Et en plus de ça, tu mets tes joueurs en valeur dans un système qui peut correspondre à beaucoup de joueurs athlétiques,
rares sont les joueurs qui vont pas briller dans un système qui va vite et qui profite du chaos, en réalité. Donc tu mets en plus... Oui, en attaque. De toute façon, là, on parle que d'attaque. On parle que d'attaque. Après, forcément, ça influe sur la défense, mais c'est aussi potentiellement, tu vois, défensivement, c'est plus difficile et en même temps, ça aussi, je pense qu'il y a des moyens de contrer ce sur-régime-là en forçant plus de pertes de balles ou en ayant un repli défensif qui soit différent. Donc après, à voir aussi tactiquement comment les équipes vont s'adapter défensivement, ça va être intéressant. Ouais. Bah assez clairement, mais déjà je trouve contre les Pacers quand même tu sens que les équipes elles veulent à tout prix arrêter la transition quoi. Leur dernier match ou leur avant-dernier match là, c'est assez impressionnant comme à peine le tir est parti, t'as au moins un voire deux joueurs qui n'attaquent même plus le rebond, enfin qui n'attaquent pas le rebond offensif et qui se replient directement pour être en position. Donc il y a un peu ce côté-là, je pense, qui va être mis en place, en tout cas beaucoup contre les Pacers, ça c'est sûr. Mais ce que je trouve aussi intéressant, c'est que ce truc du rythme, c'est aussi ultra favorable pour toi quand tu es l'outsider du match, quand tu es un peu l'underdog. Parce que plus tu multiplies les possessions, et plus tu multiplies les possessions avec beaucoup de rythme et potentiellement aussi beaucoup de tirs à 3 points, plus tu vas amener un côté variance, et moins ça varie, entre guillemets, plus il y a de scénarios où tu vas perdre, quoi. Alors que si tu multiplies la variance, bon, ça peut jouer en ta défaveur, mais sur un match, ça peut aussi jouer en ta grande faveur. Et c'est notamment ce que je trouve les Pacers avaient bien fait dans le magnifique In-Season Tournament l'an dernier. Mais c'est ce truc de... Je crois qu'ils avaient sorti les Celtics, justement. Ouais. Ils avaient sorti les Celtics. Et les Bucks. Et les Bucks je sais pas si c'est le paroxysme de leur saison, mais il n'y avait même pas Siakam et c'était vraiment... en fait, on fait des line-up encore de plus en plus petites et de plus en plus dynamiques pour amener vraiment ce côté on va un peu essayer d'exploiter le moindre défaut qu'on pourrait exploiter, quoi. Exactement. Et du coup... Est-ce que toi, tu voulais parler d'une équipe en particulier ? Parce que moi, j'avoue que je pense qu'au final, on a presque fait un bon tour de cette première semaine, de cette tendance de la première semaine. De quoi on pourrait parler ? Attends, juste on fait un petit tour. Mais est-ce qu'il y a quelque chose qu'on pourrait dire ? Qui nous a été poussé aussi sur le Discord de Guillaume du Basket Lab. C'est un article de Self-Made Mind de Owen Phillips. Donc c'est un subtrack F5 de DF5 d'ailleurs, je pense. Et qui parle du nombre de pull-up à 3 points qui augmente. Il y a un petit peu ce truc-là de... Longtemps, il y a eu ce truc de les longs mid-range, en particulier les pull-ups du long mid-range, c'est un peu les shoots de star. Et en fait, ce shoot de star, petit à petit, il est en train de... Ça reste un shoot de star, mais ils sont les mid-range, enfin les pull-up mid-range sont en train de devenir petit à petit des pull-up à 3 points. Quitte à prendre un tir compliqué, potentiellement de plus en plus, on va les retrouver à 3 points. Donc peut-être quelque chose à suivre aussi dans les tendances de la saison. Est-ce que le pull-up à 3 points va effacer petit à petit le pull-up à 2 points et les longs mid-range ? Ok. Intéressant. Mais non, ouais, moi je voulais juste... Alors peut-être faire, mais en rapide. Mais quelque chose que je voulais dire, que je m'étais noté et que j'ai pas dit, mais qui est du coup peut-être un peu hors timing. Mais ce que je trouve intéressant, c'est que tu vois, même chez les Blazers, je trouve qu'il y a des sets intéressants. Et notamment sur leur seconde unit, je trouve que finalement il y a un peu ce qu'on aurait pu espérer. Mais alors j'ai pas énormément vu, j'ai vu un match pour être honnête. Mais je trouve que sur ce match, il y a pas mal de fois où en fait, Scoot Henderson, il est un peu mis en mouvement. Ou alors les ball handlers qui sont pas forcément élites, ils sont un peu mis en mouvement. Et du coup, voilà, je trouvais ça intéressant de souligner ça parce qu'en plus, j'en avais un peu parlé dans la vidéo que j'avais faite sur lui, de ce truc de...
il avait aussi un profil où il pouvait jouer un peu off-ball. Et Klingad, il a malgré tout un peu un profil de pivot bon passeur. Et même si le fit, il paraît pas forcément naturel, ça permet aussi de le mettre en mouvement. Donc ouais, c'est intéressant. Voilà ce que je voulais rajouter que j'ai pas dit De toute façon, il y a très longtemps. de toute façon, moi je trouve que beaucoup d'équipes sont intéressantes. Je pense que les 30 équipes sur ce début de saison sont intéressantes à regarder. Peut-être les Nets, et encore les Nets, ils gagnent des Et matchs et encore, ils sont compétitifs. Donc là, j'ai envie de vous dire, genre franchement, regardez la NBA, c'est le meilleur moment de la saison peut-être pour regarder un peu tout le monde. Et en plus de ça, je trouve qu'on a un niveau qui est très bon, beaucoup de Ouais. variétés. En Non, plus, il y a de plus en il y en plus a de une. Vas-y. Pour moi, il y en a une il y en a deux qui m'ont En pas vrai, il y a convaincu, on va les, dire. les Spurs, Ah franchement, ouais. nul. Moi, j'avais les Pas, enfin, Nuggets. ouais, oui, mais bon, il y a Jokic, donc tu regardes. Ouais. Et le Jazz. Ouais, le Jazz, j'avoue, c'est chaud. En plus, Tyler Hendricks, Mark Ah, Cannon déjà out et tout, genre. tu l'as vu la vidéo de Tyler Hendricks? La Enfin, de comment vidéo. il se pète? Non, j'ai pas vu. Waouh. Ah ouais, c'est Bah, va moche. pas regarder. Ok. C'est horrible. Ah ouais, moi En en fait, plus, je suis un petit fragile, donc ça, c'est le genre de truc qui peut retourner mon petit cœur. et non, une autre que moi, j'ai pas aimé, c'est les Rockets. Ah Mais en ouais, fait, mais parce que t'avais autant des attentes. j'adore la défense, autant l'attaque, je la trouve pas forcément. Bah, c'est l'équipe quand même qui a le plus de dribbles par touche. Et ouais, waouh, c'est pas très joli quoi. Et t'as des line-up avec Amen Thompson, Tari Eason, Dion Brooks, Alperen Şengün et Fred VanVleet. Et là, tu te dis waouh, mais où est-ce que où est-ce que je suis tombé? C'est quoi ce spacing? Bon, voilà. Et, Mais et les Grizzlies de Zach Edey, tu veux en glisser un mot ou on garde ça pour une prochaine fois? non, en plus, alors pour le coup, je trouve les Grizzlies, c'est vraiment ultra frustrant parce que il y a vraiment pas mal de trucs qui sont intéressants dans les mises en place tactiques. Et leur 5, enfin leur match à Orlando, il est vraiment super bon. Mais ouais, Zach Edey, ce qui est ouf, c'est que je m'étais un peu convaincu tout l'été. Je m'étais un peu convaincu tout l'été que s'il y avait une équipe qui pouvait le cacher, c'était sans doute les Grizzlies et que il arriverait à être pas assez mauvais pour être jouable entre guillemets défensivement. Et ce qui est ouf, c'est que sur le début de saison, mais bon après il a aucun, je trouve, fondamentaux défensifs. Tu vois, il sait pas vraiment se placer. Il a une mobilité qui fait que bah, dès qu'il est emmené un peu il y a beaucoup d'actions où en fait juste on essaye de l'isoler off-ball sur un quart de terrain, pas forcément on-ball mais off-ball. Et c'est un peu une catastrophe quoi. Et il fait énormément de fautes, il est souvent en retard. Mais ouais, je pensais pas que ce serait si dur pour Zach Edey. Mais non, je voulais glisser un truc pour peut-être un prochain épisode. Mais je trouve qu'il y a un parallèle aussi intéressant à faire sur, justement, on en a un peu parlé avec les paires de balles, mais sur le côté défensif bah, il y a aussi, et quelque part aussi, je crois que, bon, c'est pas tout à fait le même thème, parce que Guillaume l'avait vraiment axé sur la protection du panier et la défense, mais je trouve qu'il y a de plus en plus vraiment de défense ultra agressive sur le porteur de balle, et avec un peu ces joueurs, tu vois, qui sont capables d'avoir beaucoup de courses en attaque, amener du rythme, et qui sont des bons decision makers, qui ont un bon QI basket. En fait, je trouve qu'on retrouve complètement ça en défense. Il y a beaucoup de défenses un peu différentes, du peel switch. Les Warriors, j'ai l'impression qu'ils font que ça. En fait, c'est en gros, on pourrait en faire un épisode, mais je trouve qu'il y a un parallèle intéressant sur aussi en défense, on essaye de défendre de plus en plus agressivement pour jouer de plus en plus rapidement, et on défend un peu moins traditionnellement qu'avant, avec beaucoup plus même de mouvements aussi défensifs quoi. Du coup, voilà, je trouvais ça intéressant peut-être de le traiter dans un autre épisode. Très bien, on pourra faire ça. Et puis dans tous les cas, si les défenses sont plus agressives, c'est peut-être pour ça que ça dribble moins et qu'il y a plus de passes aussi, hein.
C'est vrai. De l'œuf ou la poule, au final, tu vois, il y a un peu ces deux trucs-là. Mais plus de pression haute, ça veut dire plus de blind pig. Et du coup, mon petit cœur s'emballe et j'ai hâte de voir comment les équipes vont utiliser un petit peu des systèmes justement pour prendre la défense agressive de vitesse. Et j'ai vu un blind pig des Pistons face aux Cavaliers. J'ai trouvé ça très drôle parce que du coup, c'était Bickerstaff qui l'utilisait beaucoup avec Mobley. Et du coup, là, qu'il l'a utilisé face à Mobley avec Jalen Duren. Donc voilà. Il l'a utilisé avec qui? Ivy ou Cade? Ivy, je crois. Ivy à la réception. Ivy à la réception. Ouais, alors que l'année dernière, c'était Garland à la réception, tu vois, donc ça se tient. Ça se tient. Et puis, pour aller découvrir aussi un joueur dont on n'a pas parlé des Pelicans, allez voir la vidéo sur Yves Missy, qui est sortie hier, du coup, parce qu'on enregistre aujourd'hui. Enfin bref, qui est sortie sur YouTube. Voilà, merci, au revoir. Elle est sortie quoi? Elle est sortie ce jeudi. Elle est sortie ce jeudi, exactement. Et oui, et si vous écoutez ça après le week-end, il y aura une vidéo sur Bilal Koulibaly aussi. Donc il y a Yves Missy, Bilal Koulibaly, voilà, il y a de quoi faire sur la chaîne YouTube. En tout cas, on fait de notre mieux. Mieux. Ouais. Et est-ce que tu veux parler des Kings ou pas? Je peux pas en parler, j'ai vu que quelques extraits contre les Lakers, donc non, j'ai rien à dire, désolé les rois. Ouais, voilà, bon, c'est pas grave. Ok. Est-ce qu'on a... on a réussi à faire moins d'une heure en tout cas d'enregistrement. Donc, est-ce que tu as quelque chose à dire ou sinon, bah, je te laisse le mot de la fin, Azad. Non, et attends, moi j'avais une question pour toi. Un truc qui finit jamais. Qui n'a rien à voir. Oh, non, super. Bref, je t'en parlerai une autre fois. Pardon pour ce grand moment de radio. Mais je laisse le mot de la fin à Azad. Prenez soin de vous. Couvrez-vous parce que c'est l'hiver. Et regardez de la NBA parce que les premières semaines, c'est franchement chouette. Voilà. C'est beau. C'est beau. À bientôt. À bientôt. À très vite. Ciao, ciao.